Ça vaut le coup d'aller voir parce que nos vies professionnelles vont être de plus en plus longues. Et donc, oser faire ce qu'on a vraiment envie de faire, ça vaut vraiment le coup, quoi. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Juliette Vigne, coach, ancienne directrice financière, ancienne enseignante, mais surtout exploratrice du lien à soi et aux autres. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors Juliette, je suis super heureux d'échanger avec toi aujourd'hui parce que ton parcours incarne vraiment ce que ce podcast cherche à raconter. Un itinéraire fait de bifurcation, de chute, de reconstruction, mais surtout de cette lucidité d'écouter ce qui appelle à l'intérieur et particulièrement quand tout vacille. Alors laisse-moi le retracer, ce chemin. Tu nais à Bourg-la-Reine, mais c'est à Montmorency que tu grandis, dans un lotissement où tout semble possible. Tu es une enfant libre, entourée, joyeuse, qui construit déjà quelque chose de fondamental, le goût du lien aux autres, du collectif, de la vie partagée. Un fil rouge qui ne te quittera jamais. Chez toi, on soigne, ton père est chirurgien, ta mère pédiatre, deux figures du savoir, deux figures de l'engagement, mais aussi deux univers où l'on ne parle pas vraiment de l'intérieur, de ce qui se joue en soi. Très tôt, quelque chose se fissure, l'adolescence est rude, tu te poses 1000 questions, tu te replies, tu traverses une période d'anorexie dans une forme de solitude silencieuse, et déjà peut-être cette sensation que quelque chose manque, un espace pour être pleinement toi-même. Alors tu fais ce que tu sais faire le mieux, tu réussis brillamment, élève exceptionnelle, amoureuse du piano, tu cumules les succès jusqu'à intégrer la prestigieuse prépa Louis le Grand. Et là, tout bascule. Tu passes d'un monde où tout était fluide à un univers brutal, compétitif, presque humiliant. Tu perds pied, puis tes repères et la confiance. Pour la première fois, tu choisis de t'écouter et tu décides de partir, ton premier véritable acte de transformation. Tu rebondis à Sciences Po, tu t'accroches, tu travailles, mais quelque chose reste en décalage, trop de distance, pas assez de liens, pas assez d'humains. Tu avances, mais tu ne te trouves pas encore. Alors à 22 ans, tu poses un geste fondateur, tu commences une thérapie, parce que tu le vois bien, malgré les cases cochées, tu n'es pas épanoui. Tu entres alors dans le monde de l'entreprise, chasseuse de tête chez Egon Zehnder, puis contrôle de gestion chez Kraft. Là, tu apprends, tu évolues, tu réussis. Pendant 7 ans, tu explores, tu construis, tu montes en puissance. Mais déjà, une tension apparaît, le monde de l'entreprise te confronte à ces paradoxes. Tu participes à des décisions de fermeture d'usine et quelque chose en toi se révolte. L'injustice, le manque de sens, le décalage avec tes valeurs. En parallèle, tu deviens maman. Et là encore un déclic, tu réalises que tu passes à côté de moments essentiels, alors tu continues à chercher. Tu rejoins l'entreprise d'Elle, où tu es rapidement confronté à un environnement assez toxique. Mais cette fois, tu fais un geste radical. Après seulement 2 mois, tu décides de ne plus y retourner. Tu refuses de te trahir. Et là, une puissante question émerge. Que faire pour que ce monde de l'entreprise change et s'humanise ? Ta réponse est assez inattendue. Tu veux créer une école, un lieu où l'on développerait l'intelligence du cœur dès le plus jeune âge. Alors tu te formes, tu passes des concours, tu enseignes, et là, tu touches quelque chose de profondément aligné avec toi, transmettre, valoriser, créer de l'entraide, réparer aussi peut-être ce que toi, tu n'as pas reçu. Mais même là, le chemin n'est pas linéaire, tu fais face à des résistances, des déceptions, des systèmes qui ne te laissent pas totalement être toi. Alors tu continues ta quête, start-up, business développement, marketing, tu explores encore jusqu'au jour où tu découvres le coaching. Et là, quelque chose s'éclaire enfin. Tu comprends que ton fil rouge, depuis le début, c'est le lien à l'autre, la compréhension, l'accompagnement. Tu te formes, tu creuses, tu t'engages. Et au moment où tu décides de te lancer, la vie te frappe, ton mari te quitte et tout s'effondre. Mais au lieu de t'arrêter, tu fais un choix. Tu mobilises toutes tes ressources, tu te reconstruis, tu continues d'avancer. Et c'est là peut-être que la transformation devient la plus profonde. Tu continues à te former, tu explores, tu t'ouvres à la créativité, au corps, à la vulnérabilité. Tu dis toi-même que tu accèdes à plus d'amour. Aujourd'hui, ton chemin, c'est celui de l'accompagnement, de la conscience, de la déconstruction des croyances, de la reconnexion à l'intention profonde. Mais ce qui touche dans ton parcours, Juliette, c'est que rien n'a été linéaire. Tu as douté, chuté, bifurqué, et à chaque fois, tu as choisi de revenir à toi. Ton histoire nous rappelle que la transformation n'est pas un moment, c'est un mouvement, un chemin fait d'aller-retour, de pertes, de retrouvailles. Et c'est exactement ce qu'on va tenter d'explorer ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur le chemin, Juliette. Waouh,
C'est hyper touchant. C'est vraiment très touchant. Et je découvre en t'écoutant que ce qui me tient tellement à cœur était présent dans ces premières années dans ce lotissement que j'ai adoré, le parc de l'Île-de-France. La nature, les autres, la liberté. Super, bah écoute, tu as commencé à réagir par rapport à ce portrait, mais qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin? Ce qui m'a le plus touchée en t'écoutant, c'est l'impression que ça t'a donné des chutes, des fissures, et que j'avais pas mesuré que c'était à ce point-là. J'avais mesuré plutôt le fait que je faisais des choix, mais j'avais pas réalisé que ces choix étaient à chaque fois associés à des moments de fracture. Ça me touche. C'est dingue. Ok. Et toi qui es un peu une experte des approches narratives, on en parlera dans le cœur de notre conversation, j'espère. Bah ça, c'est une belle narration quand même, c'est une belle histoire, non? Ouais, c'est comment, dans ces moments de difficulté, je contacte à mes ressources, je lâche pas ce qui est important pour moi, mes rêves, mes espoirs, que j'ai toujours regardés en ligne de mire, et qui ont fait qu'à chaque fois, je me suis relevée avec toujours plus d'énergie, pour toujours plus de vivant, je crois. C'est impressionnant en fait, je parle de quête, mais c'est vraiment ça. On a le Oui. sentiment que tu es en quête permanente. Alors je sais pas si la quête continue encore aujourd'hui, tu nous en Ah parleras. si, je vais te raconter. Mais assez impressionnant de voir à quel point tu es toujours en quête finalement de toi-même, de cet alignement pour trouver l'épanouissement, j'imagine. Et je trouve que ça s'accélère même ces 5 dernières années avec ce qui se passe dans le monde. Les aspects écologiques, les effondrements, les personnes qui arrivent au pouvoir qui sont particulièrement dysfonctionnelles. Moi, ça me mobilise encore plus dans qu'est-ce qui est juste pour moi, quoi. À un moment, j'ai réfléchi au militantisme écologique et je me suis dit non, c'est pas juste pour moi, je suis pas une militante dans l'âme, je suis plutôt dans la relation. Donc comment laisser de côté ces sujets, même si c'est important pour moi, mais pas les mettre au cœur de ma relation. Les sujets politiques aussi. Et tout ça, ça m'amène encore plus à être au clair avec ce qui est important pour moi, la relation, la qualité des relations et de la connexion avec ceux qui sont importants pour moi. Peut-être brièvement, quand tu reparcours ce chemin en l'écoutant, est-ce que tu l'imaginais comme ça finalement, ce chemin? Ah ben non, moi j'imaginais une vie assez linéaire. Par contre, ce que je savais, c'est que je ferais pas carrière. Je me souviens très très bien quand j'étais à Sciences Po Emploi, à 22 ans, là, au moment où je me suis posé toutes ces questions, l'interlocutrice que j'avais en face de moi m'a dit, de toute façon, vous les femmes qui allez faire carrière, ne dites pas que vous voulez des enfants. Et là, j'ai réagi, j'ai dit, attendez, deux choses, faire carrière, c'est pas dans mon ADN, et je veux des enfants et je l'assumerai. Donc, je le voyais pas comme ça, ce chemin. Je ne savais pas que tous ces métiers existaient, donc je l'avais pas imaginé. Mais en tout cas, tu voulais pas de carrière qui était toute tracée pour toi, tu voulais tracer ton propre chemin. Oui, comme tu l'as dit, mes 2 parents étaient médecins, donc eux, ils se sont pas posés trop de questions, hein. Mon père, à 7 ans, il voulait être chirurgien, il a été jusqu'à 71 ans. Je dirais pas que ça a été linéaire, mais en tout cas, c'est le même métier qu'il a fait toute sa vie. Et ma mère, pareil. Excellent. Alors Juliette, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser, qui est un peu provocatrice à dessein. Tu as souvent quitté des environnements qui ne te convenaient plus. Est-ce que tu es une grande courageuse ou est-ce que tu es une grande insatisfaite? Ah voilà, je me suis posé la question de ma capacité à persévérer et à m'adapter. Et donc, dans le dernier environnement que j'ai beaucoup aimé, c'est Trajective. Je suis restée 4 ou 5 ans. C'est un environnement auquel je tenais, que j'admire toujours. Et en même temps, à un moment, je n'y trouvais plus ma place pour ces raisons écologiques. C'est-à-dire que j'étais un peu en avance de phase par rapport à là où ils en étaient. Et pendant 1 an ou 2, j'ai essayé de trouver ma place et à un moment, je la trouvais pas. J'arrivais pas à être sereine. Et donc oui, j'ai eu le courage de quitter parce que je quittais un super cabinet, je quittais une super équipe que j'aimais beaucoup. Mais c'est presque une rigidité intérieure, ces valeurs-là, qui trouvaient pas réponse à ce moment-là et qui fait que ça devenait insoutenable pour moi. Donc courageuse et en même temps, j'aimerais être moins sensible à ça pour pouvoir m'adapter dans ces environnements-là. Quand tu dis moins sensible à ça, Que mes valeurs, elles me foutent un peu la paix. Ouais. Mais on dit souvent que nos valeurs sont nos boussoles, donc peut-être qu'elles te guident aussi, ces valeurs. L'image que j'ai, moi, avec les valeurs, je dis, c'est comme des vertèbres d'une colonne vertébrale. Ça permet de s'articuler, d'être souple, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et puis, des fois, ces valeurs, elles se rigidifient un petit peu. Un peu. Moi, je suis toujours vigilante à ce que les valeurs ne deviennent pas des sources de rigidification, en fait. Et je me pose cette question me concernant. À quel moment elles deviennent des sources de rigidification? Et c'est ce que je te disais par rapport au militantisme ou à l'aspect politique des sujets. Elles auraient pu m'amener à me rigidifier. Et non, là, j'ai décidé de rester souple. Ouais. Je fais du yoga aussi. Faire du yoga mental en n'étant pas trop fixé sur ses valeurs. Ouais. Exactement. On a eu cette conversation assez récemment avec une autre invitée. Et effectivement, c'est intéressant de se dire que ça doit plutôt être quelque chose qui nous aide plutôt que quelque chose qui nous rend la vie plus difficile. Voilà. Donc, comment faire de nos valeurs quelque chose qui permet de progresser plutôt que de stagner voire régresser? Voilà. Et il y a une valeur dont je me méfie beaucoup, c'est quand j'entends les clients parler de loyauté. Alors celle-là, c'est une valeur qui est magnifique,
et qui en même temps peut empêcher d'autres valeurs de s'exprimer. Tu me mets un peu les jetons parce que j'ai fait mon ennéagramme récemment et je suis le loyaliste. Moi aussi, tiens. Aussi. Eh ouais. Ok. J'ai eu beaucoup de mal à l'identifier. Ouais, Vraiment, j'ai mis 3-4 jours, hein, c'était assez long. ouais. Et à la fin, ça arrivait là-dessus et je me l'ai compris par rapport à mon rapport à l'autorité. Ouais. J'ai besoin d'une autorité exemplaire. Tant qu'elle l'est à mes yeux, je la suis. Ouais. Mais au moment où elle dévie un petit peu par rapport à ce qui est important pour moi, je me vois l'attaquer. Mais alors, ce qui ne matche pas tellement, si je me trompe pas, c'est que le loyaliste, il y a la peur du risque. J'ai pas le sentiment que tu es vraiment averse au risque parce que tu en as pris quelques-uns quand même dans ta vie en Ah ouais, bifurquant. énorme, Ouais. Donc, énorme. comment tu réconcilies ça? Eh ben, j'ai traversé des grandes peurs. La peur, la sécurité financière, ça a été un truc de vraiment très, très fort. Les 6 premières années de mon activité, j'avais le ventre serré en Ouais, permanence. t'étais coach, hein, quand tu as Ouais, quand je me suis lancée Ouais. coach il y a 16 ans, je me disais: «Mais comment je vais faire mon chiffre d'affaires? Je vais jamais y arriver». Au mois de septembre, j'étais en panique à chaque fois, et ouais, j'ai traversé des grandes peurs, hein, et il y en a encore qui sont Ouais. là. Mais malgré tout, la quête de toi était plus forte et C'est ça, tu as pris ces c'est décisions. incroyable. Ces risques, tu les as pris. Ouais. Tu le sais, Juliette, ce podcast, il traite donc de la transformation. Toi, on a vu que ton parcours, il y en a de multiples. Est-ce que tu peux partager avec nous comment toi, dans un premier temps, tu as pris conscience de ce potentiel de transformation? Tu t'es dit, moi, j'ai pas de vocation, je veux pas faire carrière, mais tu sentais bien qu'il y avait quelque chose en toi qui vibrait, qui était plus grand peut-être que là où tu étais. Donc, comment tu as pris déjà conscience du potentiel? Et puis ensuite, comment tu as procédé pour trouver ton chemin? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, tu me poses la question, j'ai pas la réponse qui me vient tout de suite, mais ce que je sais, c'est que quand j'ai démarré la psychanalyse, en fait, je savais même pas que je démarrais une psychanalyse. C'était une amie que j'avais appelée qui était en fait psychologue, qui travaillait dans le département de pédiatrie de ma mère, et je l'ai appelée en lui disant: «Tu sais, je vais pas bien, je me sens pas bien, alors j'ai tout pour être heureuse, qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Je te donne 2 adresses, tu vas voir». Je vais en voir qu'une, psychanalyste, je ne le savais pas, et là, j'ai pas aimé du tout, mais alors j'ai vraiment pas aimé. Mais j'ai vu que ces mots faisaient bouger tellement de choses. D'accord. Tu disais, j'ai pas tellement aimé. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Si tu peux le partager, évidemment. Ben, comme tu l'as bien dit, moi j'ai un besoin de connexion à l'autre dans la profondeur, et c'est pas tellement le cas avec le psychanalyste parce qu'il était derrière moi j'étais allongée, je le voyais pas. Je garde un souvenir de son endroit sombre dans les tons kaki, mi-ombre, et j'aimais pas. Puis je me demandais s'il pionçait pas. L'image un peu tradie Ah mais qu'on a du type, hyper tradie, et je me souviens, je faisais un rêve en permanence que je tournais autour d'une, tu vois ça là-bas? Ouais. Cet amphore en fer? Et ben, dans mon rêve, je l'avais pas encore. Elle était en terre, elle était enterrée dans de la terre, elle affleurait et je tournais autour du pot. Waouh, OK. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait? Bah, c'est que j'ai mis, je pense, beaucoup de temps à aller au vrai sujet. J'étais assez, je pense, résistante au sens, j'avais beaucoup de résistance en moi, et ça, c'est par rapport à mon parcours de transformation, c'est vraiment la thérapie de groupe qui les a levées, ces D'accord. résistances. OK. La connexion à l'autre, l'ouverture, la rencontre des vulnérabilités des autres, et c'est vraiment, moi, j'ai appelé ça mes bulles d'amour. C'est-à-dire que je sentais ce sentiment d'amour pour les autres et pour moi qui arrivait à ce moment-là. Donc la psychanalyse qui, dans un premier temps, a fait un peu bouger les lignes, tu as dit qu'il y a eu une utilité quand même. Ouais, vraiment à C'était pas l'insu de mon vraiment plein gré, hein. Ouais, c'était pas vraiment ta préférence, mais Non. ensuite, voilà, la rencontre avec le collectif qui est là, a vraiment permis de révéler ton potentiel Ouais. et de te conduire sur ton chemin. Ah oui, j'ai des souvenirs de rencontres, de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont tellement touchée dans leur souffrance. Et la souffrance des autres me touche beaucoup plus que la mienne. Les émotions des autres me touchent beaucoup plus que mes propres émotions. Et donc, c'est par l'autre que j'ai accédé à moi, en fait. Et sur ton chemin, parce qu'on sait qu'il y a de multiples pistes, donc comment tu t'es guidé pour arriver là où tu es aujourd'hui, de là où tu es parti, en fait? Comment ça s'est passé pour toi, ce cheminement? Alors, le monde de l'entreprise, comme tu l'as dit, c'est en lien avec ce que j'ai fait à Sciences Po, hein. Sciences Po, j'avais économie, finance, fiscalité. J'étais super bonne en maths, les chiffres, fastoche et tout, donc contrôle de gestion, finance, etc. Donc ça, c'était vraiment la voie de mes compétences, mes hard skills qu'on parlait. Et puis, Instit, c'est vraiment la voie du cœur qu'a parlé. L'intelligence du cœur, le bouquin d'Isabelle Filiosa que j'avais lu à ce moment-là, qui m'a énormément touchée. Je l'ai lu, je me souviens, et je me suis dit, waouh, ça me parle tellement, c'est vraiment ça que je veux faire vivre avant l'âge de l'adolescence, parce que comme tu l'as si bien dit, pour moi, l'adolescence était extrêmement difficile. Et j'ai un très bon souvenir de mon enseignante CM1, CM2. Et je me suis dit, je veux être cette enseignante-là, où tu as toute la journée les élèves, tu peux les voir sous toutes leurs coutures, tu peux les rencontrer dans qui ils sont, et en plus faire vivre l'intelligence du cœur à ces collectifs d'enfants. Et ça, ils le garderont toute leur vie. Ouais. Et pour moi et pour ceux qui nous écoutent peut-être, en fait,
On a le sentiment que c'est un peu le grand écart entre les chiffres, le contrôle de gestion et ensuite l'enseignement et le collectif et quelque chose de beaucoup plus émotionnel et relationnel. Enfin, comment tu as fait le pont, en fait? Eh ben, j'ai fait le pont parce que quand je bossais chez Kraft, je me rappelle très très bien, il y avait des journées, je finissais morose, pas bien. C'était les journées, j'étais restée devant mon tableur Excel à faire des macros, des machins, des trucs. Et puis les journées où je sortais bien, contente, dynamisée, c'est les journées où j'avais bossé avec des gens. J'avais bossé avec le mec de l'informatique où il m'avait expliqué, j'avais bossé avec le mec du commercial, du marketing. Et en fait, à un moment, j'avais tiré la conclusion que c'était vraiment dans le lien à l'autre que je m'épanouissais, OK. quelle que soit la matière derrière, en fait. Et comment ça se manifestait concrètement pour ceux qui nous écoutent, pour se dire, bah, moi, pour trouver ma voie, si je dois m'inspirer de ce que Juliette a vécu, qu'est-ce que je pourrais faire, en fait? Comment ça se manifeste concrètement? Ah ben c'est dans l'énergie, moi. C'est ce qui me rendait vivante, en fait, quoi. Donc sentir l'énergie en toi, Ouais. quoi. Et comment ça se manifestait, en fait? Ah bah, j'étais bien. J'étais bien, j'avais une bonne image de moi, j'étais pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme et je sentais que j'avais aussi de l'impact. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'impact dans la connexion à l'autre. Et donc après, quand je faisais des prêses, quand je faisais des prises de parole, je voyais que j'avais cette capacité à rentrer en lien assez vite, assez fort, qui m'est restée aujourd'hui, qui m'aide pas mal dans mon métier. Et puis en même temps, tu vois, il y avait le parcours de développement personnel et je me suis rendu compte de ça aussi pendant la thérapie groupe, en fait. La thérapie groupe m'a vraiment permis de me rendre compte de l'impact que j'avais sur les autres et de l'impact que les autres avaient sur moi. Parce qu'en thérapie individuelle, tu réalises moins. Parce que le thérapeute, à part quelques-uns, ils vont pas te dire l'impact que tu as sur eux. Et je sais pas l'impact qu'il a sur moi en tant que personne. Donc c'est vraiment ça. Et c'est là où je me rends compte, c'est hyper narratif, quoi. C'est nos identités se déploient quand on perçoit l'impact qu'on a sur les autres et quand on perçoit l'impact que les autres ont sur nous. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es en plein alignement avec toi-même? Est-ce que tu as trouvé cet épanouissement, et cet alignement total? Ah, je suis en plein alignement, mais j'ai envie d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que ce que je t'ai pas encore dit peut-être, c'est que j'ai envie d'aller vers la thérapie. Donc je serai pas psychothérapeute parce que psychologue, faut faire 5 ans d'études. Mais comme j'ai un gros bagage, faut que je complète ma formation, mais j'ai envie d'être thérapeute parce que j'ai envie d'accompagner vraiment les personnes au long cours et sur tous les champs de leur vie. OK. Bah, on parlera peut-être, du futur. Parlons, Voilà. encore un petit peu du présent, Ouais. voire de ce qui s'est passé jusqu'à là. Toi, est-ce que dans ton parcours, tu as développé des rituels, des pratiques qui te permettent de rester justement, aligné, connecté à ton intuition? Est-ce qu'il y a aussi des rencontres qui ont été déterminantes sur ton chemin, qui t'ont permis de devenir qui tu es aujourd'hui? Alors, le premier rituel, c'est le yoga. Ouais. Je me suis formée, professeure de yoga, j'ai fait 3 ans d'études en même temps que je me formais au coaching. Parce que je voulais vraiment comprendre, sentir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces séances. Mmh. Et vraiment, c'est génial, c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps. Je fais du yoga sous toutes ses formes, hein. Je fais beaucoup d'Iyengar en ce moment, mais je fais du Hatha yoga, je fais du yoga dynamique. Enfin, toutes les formes de yoga me conviennent parce que yoga, ça veut dire lien, yug. Ça vient du lien à l'autre, du lien à soi, entre sa tête, son corps, son cœur, son souffle. Donc, moi, c'est ça mes rituels. Intéressant, tu fais la distinction entre le corps et le souffle. Moi, j'avais tête, cœur, corps, effectivement, cette trilogie-là, mais pas le souffle. Pour moi, le souffle, c'est vraiment la respiration, c'est ce qui fait le lien entre la tête et le corps. C'est-à-dire que quand on part en stress ou quand notre respiration, on la maîtrise pas, alors qu'il y a très peu de choses qu'on fait automatiquement et qu'on peut aussi maîtriser. Et la respiration, le souffle, ça en fait partie. Ouais, tu maîtrises pas les battements de ton cœur. Tu maîtrises pas les battements de ton cœur, tu maîtrises pas ta tension artérielle, tu maîtrises pas tes clignements d'yeux, tu maîtrises pas la déglutition. Mais par contre, la respiration, tu peux pendant un certain temps t'y reconnecter et la maîtriser. Et donc, c'est elle qui va faire de nouveau le lien entre ce qui se passe dans ton mental quand t'es parti et que tu te laisses emporter par ton mental et ton corps. Et on sait combien la respiration peut, à son tour, apaiser les battements du cœur, les flux sanguins. Les grands yogis pouvaient même maîtriser les battements de leur cœur. Donc ça, je cherche pas à le faire, hein, c'est pas mon but. Et qu'est-ce que t'apporte fondamentalement, en fait, cette pratique du yoga? Le yoga, ça me permet de pas trop vieillir dans mon corps. Ça me permet de garder un corps qui est souple, qui est ouvert, qui est dynamique, pas trop fragile. Ça m'apporte énormément d'apaisement à chaque fois que je fais mes séances de yoga. Alors, j'ai une particularité, c'est que j'ai besoin de faire du yoga avec d'autres personnes, toujours. Ouais. J'adore aller à mes cours de yoga, j'adore être entourée des autres. Oui, ça, on l'a compris. Hein, on l'a compris. Et je fais pas mes séances toute seule. La baseline du yoga, c'est apaiser les fluctuations du mental. D'accord. Yoga Chitta Vritti Nirodha. C'est apaiser les fluctuations du mental. Et le yoga, c'est ça pour moi. Donc, c'est pas uniquement les bénéfices physiques. Non, c'est libérer les tensions du corps pour libérer les fluctuations du mental. Donc, on se met tous au yoga. Et tous au yoga. Ah bah c'est clair, hein. On serait tous au yoga, ça irait beaucoup mieux.
D'autres rituels, d'autres choses que tu as mises en place qui, toi, t'ont aidé sur ton chemin? Alors un rituel que tu as rencontré tout à l'heure, c'est mes animaux. Oui. J'ai, un golden retriever, une femelle avec moi depuis 1 an et demi, Paprika. Paprika, et donc ça amène à beaucoup de rituels, les chiens, parce que les chiens sont structurés par des rituels, la nourrir, la balader, jouer avec elle. Donc dans mes journées, il y a au minimum 3 balades dans la nature avec elle. Mmh. Ça m'astreint à avoir ce temps-là de connexion avec la nature parce que j'habite à côté de la forêt. Et puis, j'ai aussi un chat et j'adore les observer fonctionner tous les 2. Donc ça fait partie de mes rituels. Et qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Ah bah là, tu vois la transformation parce que je peux te dire que le chat, quand il a accueilli le chien à la maison, il était pas content Mmh. et maintenant, ils sont capables de manger dans la même gamelle, ils sont capables d'être sur mon lit tous les 2. Ah ouais, ça je D'accord. sais pas si on le dira sur le podcast, mais mes animaux viennent dormir sur mon lit parfois. Donc D'accord. je découvre comment ces peurs qui sont presque génétiques, qui sont engrammées, elles peuvent par l'habitude se transformer. Donc pas nécessairement voir l'altérité comme un risque ou une menace, mais plus comme une opportunité. Ouais. Moi, ça m'aide beaucoup de me connecter aux intentions de l'autre et j'ai rarement dans l'idée que les gens ont des intentions négatives envers moi. OK, donc tu prends comme hypothèse que, Ils sont maladroits, ils ont pas voulu, ils étaient préoccupés par autre chose, mais je me rends compte que je projette rarement des intentions négatives chez les autres, plutôt de la maladresse. et ça, tu l'as développé avec le temps ou c'est plus un enseignement, c'est de l'inné, c'est de l'acquis, en fait, comment ça s'est passé pour toi? Eh ben, je sais pas. Tu me poses une colle, j'essaye de regarder dans mon histoire de vie. Il y a un truc qui me caractérise, c'est que je cherche toujours à comprendre l'autre depuis toujours. Peut-être parce que, ouais, c'est peut-être cette croyance qu'il n'y a pas d'intention négative, mais juste des maladresses, des costumes de survie, des modes de fonctionnement défensifs, inadaptés. Mais je crois pas au fait que les gens aient des intentions négatives d'emblée. Donc, en comprenant ce qu'il y a derrière, en comprenant ces mécanismes de protection, ces mécanismes de survie, je me dis, je vais aller toucher aux intentions positives qui sont derrière et je vais arriver à me connecter à ça. Ouais, je pense que c'est très, très présent en moi, ça. Très présent. Tu me fais découvrir quelque chose là, Thierry, vraiment. Non, mais c'est génial. On n'a pas parlé des rencontres. Est-ce qu'il y a des rencontres, dont tu veux nous parler, qui ont été déterminantes pour toi sur ton chemin? Ouais. Ben, alors, première rencontre, Monsieur Blo, mon instit de CM1, CM2. Vraiment, c'était un super instit, je l'ai beaucoup aimé. Il est encore vivant, je crois. Donc, je lui ai jamais dit. Après, une autre rencontre qui a été absolument déterminante quand j'ai eu 7 ans, c'est ma prof de piano. Je crois que c'est la femme qui m'a le plus aimée au meilleur moment pour moi. Elle a pas eu d'enfant. Un jour comme ça, elle m'a proposé un tang Il n'existe que plus, hein? Kraft fabriquait d'ailleurs. Et je suis restée toute la journée avec elle, c'était la journée des inscriptions et j'ai adoré cette prof, je crois qu'elle m'a vraiment adorée et j'ai fait du piano pour elle et grâce à elle et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai appris qu'elle était morte, il y a 3-4 ans et je lui ai jamais dit et ça, c'est un grand regret. Catherine Blacher, elle s'appelait. Je l'ai adorée cette femme. Et puis après, professionnellement, il y a eu quelqu'un qui était assez étonnant, c'était le directeur des opérations de chez Kraft. La directrice financière aussi, Sylvie Forero, qui ont été des belles personnes, qui avaient une belle éthique. Et puis, Isia Barrett, qui a beaucoup compté pour moi, chez qui j'étais encore hier, où je faisais du modelage, qui a été une psychothérapeute pendant longtemps. Une femme qui m'a vraiment beaucoup, et qui continue de beaucoup m'apporter, ouais. Et j'en oublie, parce que j'ai la chance d'avoir mes amies, mes grandes amies, Isabelle, Stéphanie, Carole, Qui se reconnaîtront. Estelle, des amis hommes aussi. Et quel impact ils ont eu ces gens sur ton parcours? Je pense vraiment qu'il y en a qui m'ont connectée au vivant, qui m'ont ouvert à la vie, qui m'ont ouvert à l'amitié. L'amitié et l'amour, pour moi, c'est assez proche, en fait. M'ont ouvert aussi des voies. Je pense que la coach que je suis aujourd'hui et la thérapeute de demain s'est inspirée des coachs et des thérapeutes que j'ai rencontrés, notamment d'Isia Barrett. Mmh. Et puis les amis de toujours, c'est une espèce de sécurité ontologique fondamentale. Je sais qu'elles seront toujours là. Qu'en cas de coup dur, je pourrais trouver refuge auprès d'elles, qu'elles peuvent trouver refuge auprès de moi. Donc c'est des Donc toi, tissus tu de t'es vie, quoi. transformé aussi à l'aide des autres. Est-ce que tu as Ah le oui. sentiment qu'on peut se transformer seul? Ah, ça, j'y crois pas trop, non. D'accord. Non, j'y crois pas trop. Je pense que on naît du verbe naître dans la relation, on est abîmé dans la relation, on est soutenu dans la relation et que c'est dans la relation à l'autre qu'on peut transformer. Alors peut-être que les gens qui arrivent à faire des auto-transformations, c'est qu'ils arrivent à faire dialoguer des parties intérieures d'eux-mêmes.
Mais je l'imagine peu. En tout cas, pour moi, non. Voilà, Pour moi, ça n'a non. pas été ton cas. Et Ah pour non. ceux qui nous écoutent, les transformations arrivent souvent, en particulier avec le support C'est un des autres appui. autour de L'autre, nous. c'est un appui, c'est un soutien. Ouais. Ok. Juliette, on l'a vu, tu as traversé des moments particulièrement difficiles dans ta vie, notamment ton divorce, aussi les périodes, t'en parlais, d'insécurité financière quand tu as lancé ton business il y a une quinzaine d'années. C'est quoi qui t'a permis de tenir et finalement comment tu as géré ces moments de doute, d'incertitude sur ton chemin de transformation? Je crois que ce qui m'a permis de tenir, c'est la flamme de vie qui est en moi. C'est l'envie de vivre, de m'en sortir, que je suis sûre que demain, il y aura des jours meilleurs. Et donc, c'est à chaque fois des moments où je me suis réinventée. Donc, au moment où j'ai divorcé, je suis allée vers plein de choses nouvelles que je faisais pas. J'ai fait de la danse, j'ai trouvé un lieu de vacances extraordinaire qui s'appelait Fais tes vacances que j'ai adoré. Je me suis tournée vers des amis musiciens. J'ai fait des stages de yoga que je pouvais pas faire quand j'étais en famille. D'accord. Donc à chaque fois, ça a été des expériences. Je me suis tournée vers des nouveaux mondes, vers la marche aussi. Donc ton réflexe, toi, plutôt dans l'adversité, tu te tournes vers l'exploration, la Ouais, nouveauté. ouais. Et à quoi ça correspond, à ton avis, cette nécessité dans l'adversité d'explorer? Alors je pense que c'est une injonction familiale de interdiction de dépression. J'avais un grand-père malheureusement bipolaire qui a énormément souffert dans sa vie. Je pense que ça a beaucoup impacté ma mère et que donc par moi la dépression ne passera pas. Ouais, pas le droit d'aller mal, quoi. Non. D'ailleurs en tant que pédiatre, elle nous avait dit je vous interdis d'être malade. Ce qui fait que j'ai bien obéi et j'ai jamais eu de fièvre de ma vie. Et je me souviens aussi, ça c'est assez personnel, mais quand on a annoncé à nos enfants qu'on allait divorcer, mon plus jeune, Timothée, a eu un moment d'absence, je crois. Et quand il avait la tête, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Maman, tu vas pas faire une dépression ?» D'accord. Et tu as évolué sur ce plan-là? Est-ce que c'est OK parfois d'avoir des coups de mou et de pas Ah oui, savoir les... Oui. ah mais les gens que j'ai cités, ils savent Ouais. que j'ai traversé des grands coups de mou et Ouais. qu'en même temps que j'avais des grands coups de mou, je pouvais aussi avoir des moments incroyables de résurgence. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai vraiment peur que ça pourrait m'attirer très profondément. Mmh. Tu vois, genre l'image que j'ai là, c'est un boulet qui m'enverrait au fond de l'océan et ça, D'accord. non, j'ai très très peur de ça. Donc toi, en cas de doute ou d'incertitude ou de difficulté, ta stratégie finalement, c'est te divertir dans l'exploration ou en tout cas aller chercher d'autres pistes, te remettre en mouvement, te mobiliser, aller chercher des ressources pour rebondir. Juliette, quel impact ta transformation personnelle a eu sur toi-même dans un premier temps, mais aussi sur les autres? Alors, sur moi-même, clairement, quand je vois le chemin que tu as raconté tout à l'heure par rapport à cette adolescence triste, pas très vivante, très dans le contrôle, je me sens beaucoup plus vivante, beaucoup plus joyeuse, j'ai beaucoup plus de gratitude face à la vie, j'ai des amis, je n'ai que des relations saines et belles autour de moi. Ça m'a permis d'être une maman comme j'avais envie de l'être. Une maman à l'écoute, une maman soutenante. Évidemment, j'ai mes défauts, capable de me remettre en question, dans un dialogue profond avec mes enfants. Et ça, c'était très important pour moi. Je vois qu'avec mes parents, je pense que mon chemin personnel leur a aussi permis de me parler et d'avoir des niveaux d'échange qu'on n'aurait peut-être pas eu, donc dans la fratrie. Alors par rapport à mes amis, ils m'ont dit que j'étais inspirante parce que j'ai fait ce qui s'appelle une campagne de lettres. D'accord. On en parlera peut-être. Ouais. C'est quelque chose que j'anime pour mes clients. Parlons-en maintenant. Eh ben allons-y. Donc la campagne de lettres, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec l'approche narrative. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Juliette, ce qu'est cette approche narrative? L'approche narrative, c'est une approche qui a été fondée par deux personnes, David Epstein et Michael White. L'un était néo-zélandais, l'autre australien. Et ils ont fondé cette approche dans les années 70-80. Et donc, ce sont deux amis qui avaient une amitié très complémentaire. Et l'approche narrative, ça vient de l'idée que nous sommes des animaux de récit. Alors, j'ai une phrase que j'adore, je vais la lire. C'est une phrase de Clifford Geertz, qui est un anthropologue américain, et qui a dit « L'homme est un animal pris dans des toiles de sens qu'il a lui-même tissées ». Cette phrase, je l'adore, ça résume la narrative. C'est-à-dire que nous avons des milliards d'expériences dans la vie et on les relie en faisant sens. Et c'est pas tant ce qui nous arrive qui fait sens dans notre vie que ce qu'on choisit de relier pour faire sens. Et donc l'approche narrative, c'est de dire on va aller chercher les récits que les personnes ont vécus. Donc c'est pas du storytelling, c'est vraiment on va chercher les expériences de vie des personnes qu'elles ont souvent parfois oubliées et on va les aider à relier. Ce que tu as fait tout à l'heure, tu m'as fait prendre conscience que la petite fille qui était dans le parc de l'Île-de-France, elle adorait déjà se connecter aux autres. Je l'avais pas intégré moi dans mon récit de sens de la connexion. Et donc c'est en faisant émerger tous ces récits qui vont permettre de tisser des toiles de sens. Et donc souvent les gens quand ils vivent des problèmes, qui vivent des difficultés,
ils vont plutôt relier pour expliciter le problème qu'ils vivent. Voilà, je suis par exemple un dépendant affectif. Ah bah, c'est très facile d'aller chercher toutes les expériences dans sa vie qui vont illustrer le fait que je suis dépendant affectif. Mais il y a peut-être autre chose derrière. Et donc l'approche narrative, c'est d'aller chercher les récits préférés des personnes qui vont leur permettre de tenir à distance ces histoires de problèmes et les aider à se relier à ce qui est si important pour eux. Donc si on prend mon exemple, ce qui est si important pour moi, c'est la connexion, c'est toujours chercher les intentions positives. Et quand j'ai fait donc cette campagne de lettres, j'ai pu découvrir par le regard de mes amies comment je les avais impactées, ce qu'elles appréciaient chez moi et comment je les avais impactées, comment je les avais inspirées. Et donc ça, tu as intégré cette approche dans ta pratique de coach? Ah ouais, l'esprit narratif m'habite tout le temps, même si tout ce que j'ai fait auparavant vient le nourrir, mais l'esprit narratif m'habite tout le temps, c'est-à-dire chercher les moments chouettes des gens, essayer de les aider à comprendre ce que tu as fait avec moi, hein. Pourquoi c'est un moment qui est chouette pour eux? Est-ce qu'il y aurait d'autres moments dans leur vie qui illustreraient ce qui est chouette pour eux, ce qui est important pour eux? Et comment à l'avenir, ils pourraient entretenir ça? Ça aide aussi à tenir à distance les problèmes. On va chercher, et ça j'adore ça, les moments de résistance des personnes. On résiste toujours dans la vie. Enfin, ce que tu m'as fait raconter de ma vie, on voit comment j'ai résisté dans ma vie et ma façon à moi de résister aux épreuves, c'était de me connecter au vivant, tout le temps, connecter à des expériences nouvelles. Et puis, il y a une autre partie que j'aime particulièrement dans l'approche narrative, c'est aller questionner les idées qui s'imposent un peu comme des vérités absolues. La performance, une certaine idée du leadership, une certaine idée de l'assertivité. Et ça, il y a des espèces d'images toutes faites associées à ces idées. Et quand les gens ont l'impression qu'ils ne se conforment pas à ces idées-là, à ces images toutes faites, ils ont un sentiment d'insuffisance ou d'échec. Mmh. Et donc, c'est les aider à préciser ces idées et à les aider à se positionner par rapport à ces idées. Est-ce que ça leur convient de ressembler à ça? Et en quoi l'approche narrative, en fait, les aide, avec ça? Eh ben, c'est l'intentionnalité, c'est les intentions. C'est ah ben non, moi au fond, je souhaite être quelqu'un proche des gens. Donc cette idée du leadership, elle me va pas en fait. D'accord. Tu vois, moi quand je vais à Sciences Po et qu'on m'explique que pour faire carrière, faut pas que je dise que je vais avoir des enfants et que j'oublie mon féminin, je refuse cette idée qu'on me donne d'une certaine forme de leadership et d'une carrière professionnelle. Ouais. Vous les femmes, vous ne direz pas votre désir d'enfant si vous passez des entretiens. Bah, cette approche narrative, elle peut presque faire l'objet d'un podcast. Ah ouais, là, Qu'est-ce que tu tu me en tends la penses? perche, mais bien sûr. Moi, j'adorerais interviewer des personnes, mais ça ressemblerait peut-être tellement à ce que tu fais, avec des vraies questions narratives. Qu'est-ce qui t'a préparé dans la vie à être la personne que tu es? Qu'est-ce qui est si important pour toi? C'est quoi tes rêves, tes espoirs? Bah, tu es prête? Voilà. Let's do it. J'adorerais. Juliette, quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son chemin de transformation personnelle? Qu'est-ce que tu aurais à lui conseiller? De rencontrer la personne, le thérapeute, avec qui il a le plus de fit. Parce qu'il y a des statistiques qui ont été faites sur l'impact de la thérapie. Et le plus fort impact, c'est la relation, la qualité de la relation. Ouais. Trouver la personne, c'est une rencontre personnelle, intuitu personae, d'un accompagnant, thérapeute. Et puis aussi, moi, ce qui a été très important, c'est la thérapie de groupe. C'est un accélérateur de transformation. Mmh. Donc, trouver quelqu'un qui puisse faire les deux, qui accompagne dans les deux champs, avec beaucoup d'éthique. D'autres conseils que tu aurais à partager à cette personne? La nature, le contact avec la nature, avec en ce moment on voit l'énergie du vivant, là on est entouré de lilas, de glycines, de cerisiers en fleurs, les animaux, le vivant, regardez comment ça fonctionne, s'en inspirer. Moi ça m'inspire beaucoup parce que je mesure la déconnexion qu'il y a et le mal qu'on peut se faire en se déconnectant à ce point-là, quoi. L'art, la musique, toute forme d'expression qui passe pas que par le mental aussi. Ouais. Pour moi c'est très important. Ouais, la poésie. Je sais pas si on peut le mettre dans le vivant, mais je trouve que l'expression poétique, c'est un court-circuit du mental pour moi. Mmh. Tu vois, tu touches directement au cœur. Les filtres, ouais. Ouais. Certains, ça va être la musique, d'autres, ça va être la littérature, d'autres, ça va être la danse. Moi, la danse, c'est un truc transformateur incroyable. J'adore la danse. Okay. Voilà. Le modelage. Le modelage est un endroit magnifique pour moi. Par exemple, hier, je suis allée faire une journée. J'ai fait un visage. Mais le visage, ça a été une femme, ça a été un homme, ça a été quelqu'un de triste, de joyeux, d'étonné, et à la fin, j'ai refait une boule de terre. Et rien que le processus a été une transformation, et j'étais épuisée à la fin, soulagée, et j'avais fait un chemin. Puis des fois, il va rester une pièce à la fin. Excellent. Juliette, on arrive presque à la fin de notre conversation. Déjà. Mais oui, déjà. Oh, c'est tellement bon de discuter comme ça en profondeur.
À quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as déjà imaginé? Ouais, j'ai déjà imaginé, parce que comme je disais, j'ai 58 ans. Très jeune ça. Ouais, je me sens très jeune et en même temps, je suis lucide. La chance, c'est que ce métier de coach, on peut le faire les cheveux gris, blancs, ça passe très bien. Mais je vois quand même que mes interlocuteurs des RH, ils vieillissent, certains partent à la retraite. Je sens que cette accélération qui est en train de se passer avec l'IA commence à me dépasser un petit peu, je dois le reconnaître. Et j'ai pas envie de devenir old school en entreprise. Et donc, j'ai aussi envie de développer toutes mes capacités pour accompagner en mode plutôt thérapie. Donc, thérapie narrative, D'accord. sachant que l'approche narrative, il y a qu'en France où elle est rentrée par le coaching, mais partout ailleurs, l'approche narrative, c'est de la thérapie familiale, thérapie D'accord. individuelle et familiale. OK. Donc, c'est particulièrement adapté. Donc, je pense qu'il faut que je fasse des formations Ouais, j'allais dire, tu as complémentaires. besoin de te former. Je pense, ouais, en psychopathologie notamment, pour accompagner les personnes que je peux accompagner, Mmh. en conscience, en discernement. Et ce qui est très étonnant, c'est que la semaine où j'ai élaboré cette pensée, j'ai une cliente en supervision qui m'a demandé de l'accompagner en thérapie. Donc voilà, OK. je me lance. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses de ce cabinet de thérapie dans lequel on est? Magnifique. Est-ce qu'il y a une information, Juliette, quelque chose qui te tient à cœur qu'on n'aurait pas évoqué, que tu souhaiterais partager avec nous, une actualité ou autre chose? Ce que j'aurais envie de dire là, c'est, tu as parlé de cette lutte intérieure que j'avais entre, comment faire vivre mes rêves, mes espoirs, ce qui est important pour moi, et puis les peurs à traverser. Je trouve quand même qu'en France, il y a quand même pas mal de pare-feu pour traverser les peurs et que ça vaut le coup d'aller voir parce que nos vies professionnelles vont être de plus en plus longues et donc oser faire ce qu'on a vraiment envie de faire, ça vaut vraiment le coup, quoi. Ouais. Ça vaut le coup et il y a quand même pas mal de moyens en France, je trouve, de soutien financier pour, le faire dans de bonnes conditions sans prendre des risques de dingue, quoi. Mais la première étape, c'est la prise de conscience qu'on peut changer et se transformer. Mmh. Tu vois, c'est pour ça que je te Mmh. posais la question, comment tu as pris conscience de ton potentiel de transformation? Parce que certains l'ignorent et donc Ben, déjà pour moi, prendre ça a passé par la souffrance, hein. Pour moi, c'est passé par la souffrance. Le burn-out, l'épuisement professionnel, sont des appels du vivant en nous, en ouais, fait. C'est des signes que, ben, là où tu es, ça va pas, c'est pas de ta faute, c'est le contexte. Allons chercher ensemble ce qui te rend vivant, ce qui fait ouais, sens et ça peut se maintenir dans l'endroit où tu es ou c'est peut-être ailleurs, peut-être dans un autre métier. Mais pour moi, ces moments difficiles, c'est des signaux de, il y a quelque chose à faire bouger. ouais, donc s'écouter. Alors, on espère tous, ne pas passer par ce moment de phase out, de burn-out et autres, mais Mmh. voilà, c'est s'écouter et reconnaître en soi les signes que, on est en désalignement et qu'on peut prétendre à quelque chose de plus épanouissant. Et que les contextes actuels sont difficiles, mais encore une fois, je trouve qu'en France, il y a quand même pas mal de soutien pour faire ces transformations qui nous seront bénéfiques. Super. Alors Juliette, avant de se quitter, c'est pas tout à fait fini. Je vais te soumettre à une tradition de ce podcast qui s'appelle les questions mitraillettes. L'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Ouais, je prends une respiration, j'y vais. Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Alors, je suis très mauvaise dans les titres, je crois que c'est un livre de Kessel, Le masseur d'Himmler. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, L'intelligence du cœur d'Isabelle Filiosa, qui m'a fait comprendre que dans la vie, il n'y avait pas que les hard skills, mais qu'il y avait un cœur à nourrir et à faire vivre chez les autres. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Alors en ce moment moins, mais j'ai énormément écouté pendant 15 ans et à chaque fête, je la demande, c'est It's Raining Men des Weather Girls. J'adore, ça me donne envie de danser, ça me donne une pêche incroyable. Quelle est ta citation préférée si tu en as une? L'homme est un animal suspendu dans des toiles de sens qu'il a lui-même tissées. Je trouve que cette citation, elle lit tout. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Eh ben, je me souviens que je voulais être préparatrice en pharmacie parce que j'adore faire des mélanges et je voulais être fermière. Comment commences-tu ta journée? Je me lève, j'ouvre grand la fenêtre de ma chambre et je vais nourrir le chat et le chien qui ne peuvent pas attendre. Et après, je me fais une tasse de thé. Quel talent aimerais-tu avoir? Ah, j'adorerais pouvoir improviser au piano. Quelle est ta plus grande force? Bah, je crois que c'est de rebondir quand les moments sont difficiles. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? La danse. La danse, la bonne musique, la danse avec d'autres, ça me donne une énergie incroyable. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? C'est quelqu'un qui m'a dit: «Il y a une étincelle de vie en toi incroyable». Ça, je l'ai toujours gardé et ça m'a toujours aidée. Quel est ton meilleur remède contre le stress? À respirer, marcher dans la nature, mais respirer, c'est arrêter l'emballement du mental et respirer dans mon ventre, dans tout mon torse. Ça, c'est mon meilleur remède. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans?
Je crois que j'aurais aimé connaître les théories de l'attachement. Ça m'aurait aidé à comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'énerve le plus ? Ce qui m'énerve le plus, c'est quand on peut pas discuter. Le côté binaire, quand l'idéologie prend le pas sur tout, quand on peut pas discuter et s'écouter. Ça, c'est vraiment très difficile pour moi. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir ? En ce moment, je trouve ça un peu compliqué, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui continuent de bouger malgré ce backlash que j'appelle écologique, mais qui est un backlash assez général. Mais je vois qu'il y a des choses qui lâchent pas, qui bougent. Sur la loi du plomb, il y en a encore qui se mobilisent sur du plomb 2. Je vois qu'au niveau agriculture, agroalimentaire, ça bouge. Et donc, moi, ça me donne de l'espoir. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi ? Comme quelqu'un qui a ouvert sans arrêt des nouveaux champs, des nouveaux espaces, qui a toujours essayé de tester des nouvelles choses. Voilà. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté ? J'ai adoré faire le chemin de Stevenson au sens propre comme au sens figuré. J'étais avec un âne. Pendant 21 jours, j'ai marché sur ce chemin du début à la fin et ça a été magnifique d'arriver à faire ça seule, de m'occuper d'un âne, de rencontrer des personnes, de vivre des moments un peu difficiles, des moments hyper chouettes. Ça, c'est un magnifique chemin. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans ? Rue dans les brancards, à l'adolescence, secoue le monde qui est autour de toi, c'est OK, ça te permettra de te rencontrer vraiment. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode ? Isia Barrett ? Ok, qui est Isia ? Isia, c'est quelqu'un qui a œuvré dans le monde de l'accompagnement, qui a un lieu qui s'appelle Bois Dieu. Elle a sa boîte qui s'appelle Oséliance. Elle fait du modelage, sculptrice, artiste. C'est une femme exceptionnelle et je vais lui parler de ton podcast. Excellent, cool. On est très impatients de rencontrer Isia. Et d'ici là, Juliette, merci beaucoup pour ton témoignage, cette belle narration. Toi qui es une spécialiste de la narration, tu nous en as fait une très belle et très inspirante en tout cas. Donc merci, bon retour et bon chemin. Merci à toi Thierry, tu es vraiment un praticien narratif, un monsieur Jourdain de la pratique narrative, parce que vraiment tes questions m'ont fait connecter à des choses, des toiles de sens que j'avais pas encore tissées. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Juliette. Premièrement, nous avons parfois tendance à considérer les fractures comme des échecs et à vouloir les éviter à tout prix. Pourtant, ce sont souvent les moments où tout vacille qui nous obligent à revenir à l'essentiel. Chaque chute peut nous permettre de contacter notre source et de nous relever avec encore plus de vivant. Deuxièmement, nous passons parfois nos vies à nous adapter à des environnements qui nous éloignent de nous-mêmes. Mais nos valeurs sont nos boussoles, pas une prison. L'enjeu n'est pas de se rigidifier, mais de faire, comme le dit Juliette, un yoga mental, rester fidèle à ce qui compte vraiment, tout en gardant assez de souplesse pour continuer à grandir. Troisièmement, nous cherchons souvent notre voie dans nos compétences ou dans ce que nous savons faire. Pourtant, notre chemin se révèle davantage dans ce qui nous met en énergie. Alors n'hésitons pas à nous demander, comme Juliette, qu'est-ce qui me rend vivant ? Quatrièmement, nous croyons parfois devoir nous transformer seuls en nous débrouillant avec nos blessures et nos doutes. Mais nous naissons dans la relation, nous sommes blessés dans la relation et nous guérissons dans la relation. Les autres ne sont pas un détour sur le chemin, ils sont souvent le chemin lui-même. Cinquièmement, face aux épreuves, nous pouvons être tentés de nous replier ou de nous laisser aspirer vers le fond. Juliette nous rappelle que sa manière de résister a toujours été de se connecter au vivant. La nature, les animaux, la danse, l'art, la musique, la poésie ou la marche sont autant de portes qui nous remettent en mouvement lorsque la vie semble se rétrécir. Et enfin, nous attendons parfois que les peurs disparaissent avant d'oser changer. Mais la peur ne disparaît pas forcément. Ce qui compte, c'est ce qui est plus grand qu'elle. Les burn-out ou les épuisements ou les désalignements sont souvent des appels du vivant. Écoutons-les, nos vies professionnelles sont longues et comme le dit Juliette, oser faire ce qu'on a vraiment envie de faire, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.